Benoît Ferreux, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, bienvenue à Saint-Honoré-les-Bains pour un grand retour, puisque projection exceptionnelle ce soir du film de Louis Malle, Le Souffle au cœur. C'est vraiment un honneur et on est très ému de vous accueillir aujourd'hui à nos côtés, à la fois pour partager vos souvenirs et puis voilà, c'est le coup d'œil dans le rétroviseur, puisque vous avez interprété le personnage de Laurent Chevalier, 15 ans à peu près à l'époque, dans cette histoire qui se déroule dans les années 50 avec une magnifique musique jazzy qui est signée, mon cher Benoît. Charlie Parker. Et oui, exactement, et qui contribue beaucoup au charme de ce long métrage qui se déroule au départ dans la bourgeoisie dijonnaise avec Daniel Gélin qui incarne un gynécologue, son épouse c'est Léa Massari qui ce sont vos parents, il y a vos frères également dans ce film. Faites-nous un petit peu le teasing. En quelques mots, c'est le passage de l'adolescence à l'âge adulte d'un enfant qui est le cadet d'une fratrie de 3 garçons, extrêmement proche de sa mère, et sa mère est extrêmement proche de lui. Sa mère qui est une originale parce qu'elle est italienne, elle vient comme ça d'un milieu qui est pas du tout le milieu bourgeois du père, qui lui est un gynécologue bourgeois, mais qui a eu dans sa jeunesse un petit moment comme ça, une petite parenthèse en dehors de son milieu. Et elle se retrouve donc à Dijon dans cette famille, dans cette bourgeoisie un peu rigide. Et voilà, et c'est une petite chronique qui dure sur 3-4 mois de l'histoire d'amour entre ce fils et cette mère, et puis une chronique bourgeoise et sympathique de ces années 50. On est à Saint-Honoré-les-Bains, dans le parc de la station thermale, et on est sur le banc où on vous voit justement avec une jeune fille. Il y a une photo qui immortalise ce moment avec en arrière-plan l'hôtel du Morvan, puisque la toute dernière partie du film a été tournée ici à Saint-Honoré. Oui, surtout on n'a pas tourné dans les chambres. Les chambres ont été tournées à Paris, au studio, mais le restaurant, l'endroit où il y a le bal, évidemment la station thermale, et puis les extérieurs, on les a tournés ici. C'était une parenthèse très agréable parce que quand sur un film, tout d'un coup, toute l'équipe part travailler ailleurs, c'est un peu des vacances. Les gens sont sortis de leur milieu, ils sont sortis de leur ambiance, et c'est une parenthèse toujours très agréable. Est-ce que vous êtes gagné par l'émotion de revenir ici ? J'imagine qu'il y a beaucoup de souvenirs qui remontent à la surface. Oui, bien sûr, oui, je suis... l'endroit a assez peu changé, évidemment. L'hôtel est un peu défiguré, c'est dommage, mais sinon l'ambiance reste la même et il y a cette espèce de calme du Morvan que je retrouve. Vous aviez quel âge ? 15 ans à peu près au moment du tournage ? J'ai eu 15 ans pendant le tournage. Voilà, j'ai mon anniversaire pendant le tournage et j'ai pris, je crois, 4 cm ou 3 cm entre le début et la fin du film. Racontez-nous un petit peu comment vous avez rejoint l'aventure de ce film, Le Souffle au cœur. L'histoire dit que au départ vous étiez pas très chaud, vous vouliez même ne pas tourner le film. C'est-à-dire qu'il y avait eu d'abord des annonces qui avaient été faites à droite à gauche. Moi, je l'ai su par ma sœur aînée qui avait eu vent de ce casting et on y allait avec mon frère en pensant faire de la figuration pour les vacances, ce qui était déjà une manière de gagner un petit peu d'argent. Et ce casting de figuration m'a amené à faire le premier rôle, ce que je n'avais jamais ni envisagé ni même supposé. Et la lecture du scénario, quand même, entre les scènes de bordel, la scène, même si elle est extrêmement pudique, et il y a quand même une scène d'inceste, tout ça fait que, oui, j'étais assez hésitant. Et surtout, j'avais la chance d'avoir des parents qui m'ont dit « fais ce que tu veux ». Ce qui n'est pas évident non plus, parce que mon père était... d'abord, il connaissait bien le cinéma, il connaissait le cinéma Louis Malle. Et comme mon père avait une 2 chevaux, et comme dans Les Amants,
le héros part avec Jeanne Moreau en 2 chevaux, il avait une tendresse particulière pour Louis Malle. Donc pour lui, c'était déjà une bonne raison que j'accepte de tourner dans le film. Et voilà, ça s'est fait. En effet, il a fallu me convaincre. Il est venu me voir en vacances, c'était au mois de juin. Il est venu me voir plusieurs fois. Et puis le fait qu'il ait pris mon frère aussi, qui joue mon frère, fait qu'on a été réconforté. J'étais protégé par mon frère aîné aussi. Et le souvenir de la première rencontre avec Louis Malle, quand on rencontre à 15 ans un metteur en scène renommé, voilà, pour une grosse production dans laquelle on envisage le premier rôle, tout ça, ça impressionne. Oui, à l'époque, il n'y avait pas de... Maintenant, il y a une nouvelle profession qui fait florès, qui est casting director. Avant, ça n'existait pas. Ça existait à un seul exemplaire. Une femme merveilleuse qui s'appelait Margot Capelier, à qui je rends hommage, qui était l'assistante de Prévert et dans le groupe Octobre. Enfin, là, je m'égare un peu. Mais c'était les assistants qui faisaient le casting. En l'occurrence, c'était le second assistant qui s'appelait Rida Draïs. Et quand les essais, enfin la rencontre avec Louis Malle, c'était dans son appartement, il habitait rue d'Artois, un très bel appartement, impressionnant. Je me souviens que dans la salle où on attendait, ce qui était un salon bureau, il y avait un très beau collage de Miro qui m'impressionnait beaucoup. Et lui, au début, je ne comprenais pas parce qu'il y avait plusieurs personnes, je ne savais pas qui était Louis Malle vraiment, et je pensais que c'était son directeur artistique qui s'appelle Guylain Hury, qui reste mon ami jusqu'à aujourd'hui, qui est peintre, directeur artistique et qui a beaucoup collaboré avec Louis. Et puis bon, après j'ai compris qui était Louis Malle, qui a évoqué, lors de notre première rencontre, il avait évoqué l'idée de l'inceste. Et moi, ma référence de l'inceste, c'était Les damnés de Visconti, qui n'est pas exactement la même ambiance que celle du Souffle au cœur. Ça n'avait pas, il a été évidemment un peu... pas chagriné, mais était un peu dit, ah non, c'est pas du tout la même chose. C'est vrai qu'il y avait une liberté et une insolence et une insouciance dans ces années-là qui a bien disparu. On a le sentiment aussi qu'il y avait une relation de confiance qui s'était établie entre vous, qu'il avait envie vraiment d'être dans le naturel, qu'il recherchait vraiment, au travers de votre incarnation à l'écran, ce qu'il souhaitait, parce que c'était un matériau en grande partie autobiographique, hein, c'était sa vie, sa famille qui se retrouvait à l'écran. Oui, complètement. Non, c'était tout à fait singulier. Je l'ai d'ailleurs compris récemment en revenant un peu sur cette histoire. Et je suis arrivé à la conclusion que, parce qu'il ne me dirigeait pas, il me prenait avant chaque scène, on s'éloignait de l'équipe et il me demandait comment tu ferais ça toi, comment tu ferais cette scène. Et j'ai compris qu'en moi, il cherchait comment lui l'aurait fait quand il avait 15 ans. Que j'étais donc le miroir de son enfance. Il voulait retrouver vraiment cette fraîcheur. Oui, et puis au travers de... En effet, c'était presque une relation métaphysique, parce qu'il était moi et en même temps, il était lui qui se projetait dans moi. Vous aviez tendance parfois, ici à Saint-Honoré-les-Bains, puisqu'il y a le cadre, vraiment, c'était l'été, est-ce que vous aviez tendance à faire un peu l'école buissonnière, à essayer de vous échapper un peu du tournage ou pas? Oui, et ça n'était pas tellement bien pris, parce que évidemment le soir, on avait tendance à sortir et ça avait assez fâché Louis, c'est le seul moment où il a été assez mécontent de moi. Il m'a dit que j'étais mauvais comme un cochon parce que j'étais tout simplement fatigué, qu'on avait du mal même à me photographier, j'avais un peu des poches sous les yeux. On se barrait le soir et on faisait l'école buissonnière. Ouais. Alors on est juste à côté des terrains de tennis que l'on voit à l'écran, parce qu'il y a des scènes importantes. On voit Léa Massari, l'actrice italienne qui incarne le rôle de votre maman. On la voit aussi avec un partenaire de tennis, un peu avec le foulard, un peu collet-monté, un peu rigide. Oui, alors cette espèce de grand couillon, oui, qui était d'ailleurs pas comédien et qui avait un peu de mal, qui était un gentil garçon, mais qui n'était pas fait pour ça. Alors le regret, c'est que la personne qui avait été choisie pour faire ça, c'était un jeune comédien qui avait rien fait
et qui n'était pas, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, qui n'a pas pu être là en temps et en heure. Il a reçu même moi, j'avais pas de téléphone chez moi, c'était par télégramme qu'on correspondait avec la production. Ça paraît insensé, mais c'était comme ça. Et le jeune comédien, donc, n'a pas pu faire le film, et à chaque fois que je le rencontre, c'est un regret pour lui, c'était Fabrice Lucchini. Ah, effectivement, ouais. On peut l'imaginer, en plus, avec cette verve qu'on lui connaît. Qu'il avait déjà, puisque dans Le Genou de Claire, il est déjà exactement ce qu'il est. Quelle était l'ambiance sur le plateau de tournage, Benoît? Quels souvenirs vous en gardez justement de ces moments avec Daniel Gélin, Léa Massari, des acteurs importants, de jeunes partenaires. Il y avait aussi votre frère qui jouait le rôle de votre frère. C'est ça, oui. Il y avait mon frère et puis il y avait un autre comédien qui était Marc Vinocourt, qui faisait le troisième frère. Non, l'ambiance était familiale, chaleureuse, sympathique, studieuse, parce que c'était vraiment quand même du boulot. Et c'est pas le cinéma comme on le fait aujourd'hui, où on n'a pas besoin de grand-chose pour éclairer. C'était quand même très lourd. Et la pellicule était extrêmement peu sensible. C'était 80 ASA, c'était que dalle. L'opérateur avait décidé qu'il tournait pas au-dessous de 5-6, qui était l'ouverture de l'objectif, donc ça éclairait à mort, quoi. Il faisait un double plafond en floude, il faisait une température infernale, et puis les floutes cassaient de temps en temps, ça avait des éclats de verre, enfin c'était terrible. Donc on était vraiment, on pouvait pas dire qu'on était dans la vie, on était dans une autre dimension, on était au cinéma, quoi. Avec des choses très précises. Il y avait des travelling. Quand on fait un travelling, il y a des points qui correspondent à la mise au point de l'objectif, qui doit correspondre au texte. Et tout ça, c'est quand même un truc qu'on peut, quand on est môme, parce que j'étais adolescent, on comprend assez vite, mais qui sont quand même pas évidents. Oui, c'était assez lourd. Il y avait vraiment le cadre d'une production de l'époque, puisque c'est 1970 précisément. Toujours l'ancrage local à Saint-Honoré-les-Bains. Est-ce qu'il y a des choses qui vous reviennent en mémoire, avec des figurants, avec des habitants du cru qui vous ont marqué, Benoît? Oui, l'hôtel où on était, ça s'appelait, je crois que c'était l'auberge de Monsieur Poulet. C'était le nom de l'hôtelier, et tout était à base de poulets. Les lampes, il y avait des poulets partout. C'était assez sympathique. Je me souviens que la qualité de la nourriture, et on avait fait un match de foot contre l'équipe de Saint-Honoré-les-Bains. L'équipe de film contre l'équipe de Saint-Honoré-les-Bains. Je dois avoir des photos quelque part. On avait perdu, je crois. Faut dire qu'on jouait très mal. Et puis il y avait, c'est marrant que vous me posiez cette question, parce qu'il y avait un figurant qui était là, que j'ai revu, qui a été figurant toute sa vie, qui doit être mort maintenant, qui était assez émouvant, parce qu'il était, c'est un personnage un peu totalement seul et traversé par le fantasme d'être dans des films, qui s'appelait Daniel Villenfin. Daniel Villenfin, je répète son nom, parce que je sais comme il avait figuré dans pas mal de films, c'était une toute petite gloire locale, il avait dû avoir une ou deux apparitions dans les journaux locaux. Voilà, Daniel Villenfin, si tu existes encore, je t'embrasse. Quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés pour préparer ce rôle, ce personnage, et puis des moments clés aussi, avec des scènes parfois d'intimité et compliquées? Bien, déjà, ce qui est aussi assez surprenant et tout à la gloire de Louis Malle, c'est qu'il avait tout de suite compris ce qu'il pouvait faire avec moi. C'est-à-dire qu'on n'a fait aucun essai à proprement dit on a fait une lecture du scénario et basta. On a fait des essais images avec Léa Massari pour voir comment ça se passait tous les deux. Parce qu'il hésitait à l'époque, il y avait Claudia Cardinal qui aurait pu faire une maman formidable, mais tout le monde disait, bon, avec Claudia Cardinal, c'est pas la peine, quoi, tout le monde a envie de Claudia Cardinal, donc si en plus on la met là, ça va être trop évident. Et donc non, il n'y avait aucune préparation, aucune. Je me suis retrouvé. Ils avaient fait en sorte dans le plan de travail que ça se déroule dans l'ordre. Donc, chronologique. Chronologique, oui, puisqu'il y a une évolution du personnage, et ça devait être aussi l'évolution de mon évolution. On avait commencé les premières scènes qu'on a tournées, c'était à Versailles, les scènes de pension.
d'école, quoi. Le premier jour, c'était la scène dans la messe quand je suis enfant de chœur et qu'il y a voilà, la messe du matin. Quelle a été votre relation avec justement Léa Massari, votre maman dans ce film, votre maman de cinéma? Comment vous avez vécu? Est-ce que cette intimité vous a rapproché? Comment ça s'est passé pendant le tournage? Eh bien, avec Léa Massari, j'ai découvert le monde du travail, c'est-à-dire des rapports professionnels. Elle était... Je comprends maintenant aujourd'hui que c'était très risqué de sa part de faire ce film. Elle était très tendue, ça se passait pas bien avec Louis Malle. Ils n'avaient pas de bon rapport. Ils étaient vraiment à couteau tiré tous les deux. Lui, il trouvait souvent qu'elle en faisait trop. Vous trouvez qu'elle surjouait un peu? Ouais, il trouvait qu'elle surjouait un peu. Moi aussi d'ailleurs, parce que quand on était, je voyais la manière dont elle prenait la lumière, dont elle regardait ailleurs que pour être vraiment bien photographiée comme elle avait compris qu'il fallait qu'elle le soit. Donc elle était ma mère quand on disait moteur, et quand on disait coupé, c'était plus ma mère, c'était quelqu'un d'autre. J'ai pas gardé de relation avec elle. J'ai eu de bonnes relations, mais vraiment de travail. Alors, le film a fait sensation lors de sa sortie, et notamment, on peut même dire qu'il a fait polémique avec le thème de l'inceste. Comment vous avez vécu justement ces feux des projecteurs? Et le film a été également présenté à Cannes, il était en compétition officielle, où là on se retrouve en lumière pour le jeune adolescent que vous étiez, se retrouver comme ça sous les feux des projecteurs, ça peut être un petit peu violent. Racontez-nous un peu ces moments. Bien, d'abord avec, je fais un peu partie quand même d'une famille de saltimbanques et de cinéastes. Un petit éclairage là-dessus justement sur votre famille. Oui, mes oncles, c'est la famille Marquand, Christian Marquand, Serge Marquand. Le mari de ma tante, c'était Jean-Louis Trintignant. J'avais déjà vu d'ailleurs des équipes de films parce que ma première apparition, c'est le générique de fin de Manu chez Maud. Voilà, où il y a un petit enfant. C'est pas mal comme première apparition, tout de suite dans le panthéon du cinéma. Mais derrière, on voit une petite fille qui saute sur un ballon, c'est Marie Trintignant. Et moi qui m'avance vers la caméra, et il y a le mot fin qui s'inscrit sur la fin du Juno de Claire, parce qu'ils l'ont tourné à Belle-Île-en-Mer où mon oncle Jean-Louis avait une maison. Et d'ailleurs, à l'époque, je crois qu'il a coproduit le film parce qu'il n'avait plus d'argent, Romer, pour terminer le film. Bon, alors on en revient justement à la période phare de la sortie du film, Ah oui. la polémique sur la thématique de l'inceste, et puis la sélection au Festival de Cannes. Eh bien, oui, c'était d'autant plus que moi je suis pas du tout on était plutôt d'une famille, je dirais pas pauvre, mais en tous les cas on habitait dans un HLM à Gennevilliers, même s'il y avait une autre partie de la famille qui était plutôt argentée, c'était pas notre cas. Donc c'était un peu le plongeon quand même dans un monde de lumière, de strass, et j'ai détesté ça, pas ce monde-là, mais le fait d'être reconnu, d'être regardé comme ce que je n'étais pas, mais comme le héros d'un film. Ça m'a vraiment beaucoup. C'est le contraire de. Je sais qu'aujourd'hui il y a beaucoup de buts. Le but de beaucoup de gens, c'est d'être connu. Moi, c'était le contraire. Et puis Cannes, c'était merveilleux. Mais à l'époque, justement, on n'était pas vraiment à Cannes. On était à côté. On habitait chez mon oncle Trintignant qui tournait 100 mobiles à par an. Et on était un peu en dehors de tout ce grand bal. Mais c'était une année et une expérience extraordinaire parce que d'être la projection de l'après-midi officielle. J'étais entre Yoko Ono et John Lennon, donc c'était vraiment passer de l'autre côté du miroir. Là, je suis passé de l'autre côté du miroir parce que, évidemment, les Beatles, c'était on était imprégnés totalement de leur musique, et de se retrouver à côté de Lennon, qui en plus vient vous féliciter, là, c'était quand même vraiment étrange. Et vraiment, il avait adoré le film. Je crois qu'il avait une relation très forte avec sa mère, qu'il a perdue très, très jeune.
Et j'ai vu récemment que Visconti et lui avaient fait une conférence de presse à la fin du résultat de ce festival de Cannes, en disant qu'il était totalement injuste qu'on n'ait rien eu, et que ça n'allait pas du tout. Alors il faut préciser que c'était Michel Morgan qui était présidente du jury à cette époque-là. Il se dit qu'elle n'a pas favorisé le film et qu'elle aurait même peut-être empêché qu'il obtienne une récompense. Ah oui, elle a même imposé un veto en disant si c'est ça ou rien, quoi. Il n'est pas question que le film ait quoi que ce soit. Par contre, il a eu un Oscar à Hollywood du meilleur scénario, je crois, ou en tous les cas, il a reçu quelque chose aux États-Unis, mais en France, non. Benoît Ferreux, est-ce que vous avez gardé des contacts avec d'autres membres de l'équipe du film, avec lesquels vous entretenez une relation? Est-ce que ça a rapproché certains d'entre vous? Ah oui, complètement, oui. Bon, déjà, il y a le Guylain Huri qui était le... Oui, que vous citiez? Oui, que je citais, qui était le ami d'enfance et conscience, directeur artistique, regard de Louis Malle. Il a collaboré au Voleur où il a fait les décors et les costumes. Il a fait les costumes de Viva Maria et jusqu'au dernier film où il était co-réalisateur et co-scénariste, qui était Black Moon, et qui est un homme qui est un petit peu un oncle ou un oncle d'adoption, et que voilà, jusqu'à aujourd'hui il est très âgé, mais je le vois encore, je l'ai eu hier au téléphone. Et lui et Jean-Pierre Pessos qui était le régisseur, que j'aime beaucoup aussi, et voilà, qui sont les deux personnes que je revois. Lorsqu'on parle du film et de sa place dans l'histoire du cinéma français, on évoquait la polémique, mais il y a aussi quand même une figure un peu tutélaire, c'est André Malraux, qui a été bienveillant envers le film parce qu'il était question qu'il soit interdit aux moins de 18 ans. Oui, c'était marrant d'ailleurs, là, j'ai sorti la projection de voir André Malraux qui sortait. Je pense que ça s'est fait... grâce à la compagne d'André Malraux, qui avait collaboré avec Louis Malle sur un film, c'était sur Les Amants, je crois. Et il avait eu un accès direct. Sinon, oui, en effet, le film était censuré. Ou passé censuré au moins de 18 ans. Il a été mis au moins de 14 ans, ce qui laissait quand même déjà un peu de clientèle. Hein. Ou 16 ans, je sais plus, 14 ou 16 ans, je sais plus. Alors il y a une scène aussi dans ce film que vous tournez, c'est celle où vous découvrez l'amour avec une prostituée et cette actrice allemande, Gila von Weiterhausen, c'est ça? C'est ça, quelque chose comme ça, oui. Oui, ça c'était là, c'est beaucoup plus, évidemment, c'est très très délicat à faire parce que j'étais vraiment un jeune homme pur. En tous les cas, je ne connaissais pas encore les choses de la chair, et me retrouver nu sur le corps d'une femme ravissante de surcroît. On était tous les deux. D'ailleurs, ça se voit dans la scène. On est vraiment un peu ailleurs. Oui. Vous êtes intimidés tous les deux. Ouais, hein. On est intimidés tous les deux. Elle était très hippie. Elle vivait à l'époque plus ou moins dans une communauté avec son mari. Et moi, je suis complètement gelé sur elle. À tel point que les mouvements du coït sont donnés par Louis Malle qui me remuait les fesses. Moi, j'étais comme une planche à repasser, quoi. D'ailleurs, c'est une autre actrice qui devait interpréter ce rôle avant elle. Oui, une autre actrice avec qui j'avais un béguin et que j'aurais eu sûrement une très, très jolie histoire. C'était Maria Schneider qui devait faire ce rôle. Et puis, pour les besoins de la coproduction allemande, ça a été une actrice allemande qui est d'ailleurs une femme très 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 chouette, qui en a profité pour faire un enfant avec Louis Malle d'ailleurs. Et ce sont effectivement les romances qui peuvent naître sur les tournages. Benoît, comment est-ce que votre expérience sur Le Souffle au cœur a pu influencer la suite de votre carrière? Qu'est-ce que ça a pu créer sur une envie peut-être de poursuivre en tant qu'acteur ou de passer à la réalisation ou à l'écriture de scénarios? Comme je l'ai fait par hasard au départ, déjà ça m'a précipité dans un monde qui est le monde du travail, parce que on travaille quand même, on commence tôt le matin, on termine assez tard le soir. Même si on est très décontracté,
quand on est tous les plans, ce qui était mon cas. C'était quand même un vrai travail fatigant et dur, même avec toutes les qualités de souplesse et de légèreté avec lesquelles Louis Malle me dirigeait. Après, j'ai pas forcément eu envie de... J'ai vraiment commencé par hasard et j'ai continué par chance. Je n'avais pas l'âme réelle d'un comédien. Je crois que je suis un passager. J'ai une relation particulière avec la vie et j'ai toujours fait un peu l'école buissonnière. Je n'ai pas plongé dans... Les chemins de traverse un peu, les souvent. chemins de traverse. Et puis, c'est vrai que j'avais une chance inouïe de jouer dans ce film. Et je n'ai pas vraiment tiré les fruits que j'aurais pu en tirer. D'abord parce que Louis Malle me gardait pour un autre film où il a changé d'avis, qui était Lacombe Lucien, il avait même fait des annonces. J'étais allé au Qual chez lui, on se voyait beaucoup à l'époque parce qu'il préparait déjà dans son idée. Il voulait faire un deuxième film avec moi, quoi. Et puis bon, il a changé d'avis, ce qui est le cours normal de la création artistique. Il a pris quelqu'un qui était d'ailleurs parfaitement le rôle, Pierre Blaise, qui était formidable dans le film. Et voilà, moi j'ai grandi, j'étais une espèce de grand échalas, donc quand les gens voyaient le petit du souffle-cœur, ils voyaient un échalas, donc ça correspondait pas vraiment à ce qu'ils voulaient. Mais j'ai quand même continué par chance à faire des rencontres et des films formidables, de tourner avec une fois de plus, de passer de l'autre côté du miroir. Alors justement, vous avez tourné quand même dans un film de John Huston, avec Stallone, avec Michael Caine, avec la star mondiale du football Pelé. Vous avez tourné avec Sean Connery. C'était 5 jours ce printemps-là de Fred Zinman, avec Lambert Wilson. Donc voilà, production hollywoodienne, américaine. Et puis on donne la réplique à des stars. Oui, c'est toujours plus facile d'ailleurs avec les grands comédiens qu'avec les moins bons. Michael Caine était formidable. D'être face à Michael Caine, c'était quelque chose d'impressionnant et lui était un personnage. Lui est un acteur vraiment et humainement un type formidable. Stallone était un peu lourdeau, quoi. J'admire Stallone pour son travail dans Rocky et tout ça, mais c'est vraiment, il est de temps en temps pas très loin du personnage qu'il est. On était il y avait deux comédiens pendant un mois à jouer au foot, tout le reste c'était des plus grands footballeurs de l'époque. Et donc on avait une ambiance, la cantine, on faisait la queue avec nos assiettes, que ce soit Stallone ou Michael Caine, il y avait une ambiance comme ça un peu de sportive colonie de vacances. Et il m'est arrivé de m'asseoir sur un des fauteuils, les fameux fauteuils qu'on a, les pliants. Les fameux fauteuils de cinéma. Les fameux fauteuils de cinéma, et je m'assois, et tout d'un coup il y a Stallone qui arrive et qui tire le fauteuil et qui dit « No parking here, no parking here », parce qu'il y avait marqué Sly Stallone derrière. Tout le monde le regardait comme un abruti total, ce qui était pas loin de la vérité. Voilà, c'était un peu ça, ce personnage. Et puis aussi Zinman. Non, parce que j'aime d'abord le cinéma, donc on sent le cinéphile que vous êtes. Ouais, alors John Huston, c'était Fat City, le trésor de la Sierra Madre. Pour moi, c'est vraiment, je le mets très très haut dans mon dans votre panthéon cinématographique. Et alors, L'homme qui voulait être roi, c'est un de mes films préférés. Donc, tout d'un coup, de me retrouver avec John Huston, là, c'est pour ça que je te parlais de passer de l'autre côté du miroir, parce que il y avait je suis coupé dans le film, ce qui est bon, voilà, c'est comme ça, avec toutes les stars qu'il y avait. J'avais un rôle plus important, et surtout il y avait ma mort qui était filmée, parce que je joue pas entre le camp d'entraînement et le match de foot contre les Allemands. Je joue pas, je me barre pendant le transfert en train. Donc on a tourné la scène, il y avait un train à vapeur, il y avait 150 figurants. Et j'étais le seul comédien, il y avait Jerry Fisher qui était l'opérateur, un très grand opérateur, et John Huston avec la caméra. Moi j'étais assis, j'avais la tête de John Huston sur moi, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de combo, les réalisateurs étaient communiqués avec les comédiens directement.
Et il me dit, you look at the window and you say, la France. Faut le faire. Alors, je me suis exécuté. Ensuite, je sortais, je cassais la gueule à l'allemand et je courais dans les champs où j'étais mitraillé. Voilà, cette scène a disparu, mais la scène qui reste pour moi gravée jusqu'à la fin de ma vie, c'est d'être avec ce train, le seul comédien, et là, c'est vraiment comme un conte de fées, quoi. Ou bien Fred Zinman, où on était, c'était un film aussi incroyable, parce qu'un film hollywoodien avec des conditions hollywoodiennes, mais tourné en décor naturel. C'est-à-dire qu'il y avait deux équipes, il y avait les très très grands des professionnels de la montagne, et ils ont éclairé quand même une vraie crevasse. Ils y éclairaient avec beaucoup de lumière. Là, une fois de plus, c'était du film et pas de la pellicule, et pas de la vidéo, donc il y avait besoin de beaucoup de lumière. Ils éclairaient la crevasse. Et ils marchaient avec le chercheur de champ et ils disaient voilà, l'hôtel, on va le construire ici. Et ils construisaient de A à Z un hôtel 1900 au milieu de rien pour avoir le bon axe sur la montagne, faire le plan à telle heure quand le soleil éclairait de telle manière. Tant et si bien que on tourne dans un refuge. Le refuge, il était à 2800 mètres. On y arrivait en marchant pendant un quart d'heure. Il fallait taper dessus pour voir que c'était du décor. Et le 14 juillet, il a tellement neigé que le refuge s'est retrouvé dans la vallée. Et on allait faire les intérieurs du refuge en Angleterre, en studio. Enfin, c'était vraiment des histoires insensées, quoi. Ouais, c'était des grosses productions avec de gros moyens. Dans vos rencontres cinématographiques, Benoît Ferreux, il y a aussi le deuxième souffle d'Alain Corneau. Il y a des rencontres avec Chabrol, avec Simone Signoret. Qu'est-ce que vous retenez de ces moments partagés avec ces grands noms du cinéma? Oui, c'est une chance inouïe d'avoir travaillé avec ces gens-là. Chabrol, c'était un type extraordinaire, vraiment, qui est exactement ce qu'on peut imaginer d'un type qui adorait la vie, qui adorait la nourriture, qui adorait les gens, qui adorait le cinéma, qui se prenait absolument pas au sérieux. C'était pas toujours facile avec Signoret, qui, elle, est une personne très sérieuse, très professionnelle, mais j'ai eu la chance qu'elle m'adopte tout de suite et qu'elle m'aide beaucoup dans ce film. C'était Madame le juge, on était quand même beaucoup tous les deux, quoi. Même c'était une histoire, c'était pas une histoire d'inceste, mais en tous les cas, elle avait une projection sur moi qui était une projection comme son fils. Le film est raté, mais en tous les cas, elle, c'est la plus belle. Le plus beau rapport que j'ai eu avec une comédienne de tout ce que j'ai fait. Parce qu'elle était intense, partageuse, et puis c'était Simone Signoret, quoi. Benoît, aujourd'hui, comment ça se présente, vos aventures artistiques? Vous avez été aussi réalisateur, hein, donc voilà, quand un horizon qui se présente à vous, comment va-t-il justement se concrétiser? Eh bien, d'abord, je suis grand-père bientôt pour la 5e fois et père 3 fois. Ce qui me remplit énormément la vie et qui me donne énormément de joie. Et puis j'ai décidé de chanter, toujours chanter, mais là je vais faire ça sérieusement et j'ai écrit des chansons que j'avais enregistrées. Voilà, ça va être mon projet pour mes 70 ans. Une carrière de rocker. Oui, de rocker. Là, rocker, c'est ce que je suis, mais là, ça va être de la chanson aussi en français. Chanson, voilà, chanson à texte, voilà. Oui, auteur, compositeur, interprète. Auteur, compositeur, interprète, et j'ai une chanson qui est politique, très politique. Et c'est une idée que j'ai depuis 40 ans, parce qu'il y avait une affiche de la CGT dont les 3 mots étaient ennui, soumission, chômage. Et le blues, c'est one scotch, one bourbon, one beer. Voilà. Je substitue les paroles anglaises avec ces paroles françaises. Et c'est une série d'un petit portrait de la France, telle que je la vois, je la rencontre et je la connais au travers de ce blues, dont vous aurez l'exclusivité, évidemment, dès qu'il sera enregistré. Avec cette dimension toute particulière que tu as soulignée, Benoît, pour cette générosité et cette passion que l'on sent intacte.
Oui, je pourrais même rajouter quelque chose, c'est que c'est vrai que le film, donc, c'était il y a 55 ans, qu'il doit y avoir 200 films qui sont faits par an. Donc ça fait plusieurs milliers de films depuis qu'on a fait Le Souffle au cœur. Et que celui-là, c'est quand même assez, oui, une fierté de savoir qu'il tient encore la route, qu'il est encore là. Il y a 3 ans, il y a Wes Anderson qui est venu, il y avait un hommage à la Cinémathèque, et il a dit que le film qui lui a donné envie de faire du cinéma, c'est Le Souffle au cœur. Donc il y a eu une projection à la Cinémathèque et j'étais sur scène avec Wes Anderson. C'était quand même incroyable de voir que ce film a marqué énormément la mémoire des Américains à ce point-là. Il y a un autre réalisateur aussi, Larry Clark, qui pour lui c'est un film qui met au panthéon de son cinéma. Donc c'est d'être présent chez ces gens-là, c'est quand même, ça me donne une certaine satisfaction, même si je suis que le comédien finalement. Voilà, d'être ici dans ce parc juste à côté de la station thermale de Saint-Honoré-les-Bains, où a eu lieu le tournage, sur le banc, où il y a des scènes et cette chimie entre les acteurs pour célébrer ce chef-d'œuvre du cinéma français. Un grand merci, Benoît Ferreux.